Bonsoir Philippe. Alors j'imagine que vous êtes ravi d'être là ce soir. Alors bien sûr, je suis content parce que je crois que le palmarès que l'on va présenter est comme les années précédentes, un beau palmarès. Et puis je suis heureux qu'on ait eu un jury qui, comme les autres années, a bien fonctionné. C'était fluide. On a discuté, mais on s'est entendu. Et je rappelle le mode de fonctionnement. Le jury est composé à la fois de directeurs immobiliers et à la fois de personnalités extérieures à l'association des directeurs immobiliers. Bon, en le relisant, je me dis qu'il y a une petite faiblesse, la parité n'y est pas. Il faudra l'année prochaine que l'ADI fasse mieux. Mais ce jury, il a très bien fonctionné. Et on s'est réunis le 10 mai, à la fois en choisissant un directeur immobilier sur dossier. Vous savez que c'est la communauté des adhérents de l'ADI qui émet des propositions. Nous avons repéré un espoir à la fois par un premier tri sur dossier, mais par des auditions que nous avons faites, parce qu'il était important que les différents espoirs que l'on avait sélectionnés, on puisse les entendre et discuter avec eux. Nous avons, comme l'année passée, cherché des beaux projets innovants, et ils vous seront expliqués tout à l'heure par Olivier Monnat, et vous aurez l'occasion de choisir l'entreprise innovante de l'année que l'ADI veut accompagner. Et puis, nous sommes offerts le petit plaisir d'un prix spécial du jury. Et je vous en dirai On verra plus ça tout à l'heure. Ces trophées, dans le contexte actuel, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Alors moi, je suis convaincu que l'émulation bienveillante est nécessaire à toute collectivité. Et ce que j'aime bien dans l'association des directeurs immobiliers, c'est que j'y trouve toujours, moi, une assez grande cohérence, une assez grande solidarité entre ses membres. Il y a d'autres cénacles, immobiliers ou pas seulement immobiliers, dans lesquels on sent que les relations sont plus âpres, que la concurrence est plus vive. Là, il me semble que il y a une cohésion, il y a des effets qui rassemblent, et ça me paraît intéressant que les trophées soient là, non pas pour évincer des gens qui ne seront pas sélectionnés cette année, mais pour, au contraire, faire émerger de cette collectivité cohérente une figure, un projet, un espoir qui tirera par sa présence l'ensemble de la collectivité et montrera le chemin. Donc, c'est vraiment, pour reprendre votre première question, ouais, c'est plaisant qu'on me demande de jouer ce rôle que je joue déjà depuis quelque temps. Merci beaucoup Philippe. Vous restez avec moi, évidemment. On va remettre dans un premier temps le trophée Innovation, si vous le voulez bien. Et pour en parler, je vais appeler Olivier Monnat, qui dirige le club Innovation et Immobilier. On l'applaudit. Ouais, vous pouvez vous installer là. Bonjour Olivier. Alors qu'est-ce que c'est l'innovation et quels sont les contours de l'innovation dans l'immobilier dans le contexte actuel? Alors, si vous le permettez, Capucine, je vais vous faire part de quelques fragments d'un atelier qu'on a fait à Vivatech. À la demande d'un institut politique, on nous a demandé qui voulait jauger les mots qui seront employés dans la prochaine élection présidentielle, dont le mot innovation. Voilà. Et donc, on a profité de Vivatech pour faire un atelier et pour demander à des investisseurs étrangers, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers à Vivatech, d'innovateurs français et étrangers, de sociétés utilisatrices françaises et étrangères, leur ressenti sur le mot innovation, et nous l'avons associé à d'autres mots. Alors, comme par exemple, nous l'avons associé au mot enthousiasme. Et donc, il en ressort que souvent, l'innovation est enthousiasmante par sa capacité à entreprendre et à ouvrir de nouveaux modèles.
Mais par contre, quand on l'associe à exaspérante, l'innovation exaspérante, alors là, exaspérante quand on lui prête des pouvoirs comme celui de changer le monde. Ça, il faut arrêter. L'innovation ne change pas le monde. On l'a associé aussi à d'autres choses comme agaçante. Je rappelle qu'on était à Vivatech, d'accord ? Et donc, agaçante quand l'inconscient collectif adule une technologie parfois gadget, oubliant que le progrès est d'abord science et recherche, et qu'il passe aussi par l'apaisement social et le respect du vivant humain et non humain. Vous voyez que l'innovation, ce n'est pas le tiroir à toutes les solutions. On a associé innovation et séduction, séduisante. Oui, elle est séduisante quand elle fait corps avec la société. Et les gens ont bien précisé, ils ont plutôt coché la ligne corps plutôt que faire société, qui est souvent mal utilisée. Quand elle fait corps avec la société, la Terre, notre planète. À Vivatech. D'accord ? La chose dont on ne peut pas douter, c'est qu'effectivement, Robin le disait, on ne peut pas douter de son agilité à accélérer les choses, à accélérer surtout le quotidien et l'ordinaire. La preuve, on a soumis plusieurs photos au moment de la crise sanitaire, avec le mot innovation, on a associé des photos dont la machine à coudre. D'accord ? Ouais. Ben on dit, oui, c'est la machine à coudre qui nous a sauvé la vie. C'est pas l'innovation. Pour faire les premiers masques en tissu. Par contre, l'innovation a accéléré l'utilisation de la machine à coudre via les tutoriels numériques. Donc on sent bien que quand elle est associée à du traditionnel... Il y a une conjugaison des deux. Il y a une conjugaison des deux qui permet effectivement d'accélérer les choses, d'accélérer l'ordinaire. Il faut quand même se souvenir, je ne sais pas si on s'en souvient encore, mais la pénurie, le manque de masques les 3 premiers mois de l'épidémie. Et c'est grâce aux gens qui savaient se servir d'une machine à coudre qu'on a eu nos premiers masques en tissu. Tradition. Et accélération de cette tradition, de l'utilisation de la machine à coudre via des gens qui ne savaient pas trop l'utiliser, grâce au tutoriel numérique. Voilà en fait où on en est au niveau du ressenti et de l'innovation. Ce qui y avait d'important, c'est que la première intention de l'innovation, c'est de s'accoupler effectivement avec le traditionnel, surtout pour défaire l'ordinaire, et pour accélérer une autre utilisation et créer de nouveaux usages. Vous voyez un peu ce que ça a été dit lors de votre débat. C'était très bien dit par les 3 intervenants. Exemple, le click and collect. C'est clair que ça a accéléré une autre vision, une autre utilisation du commerce de proximité. Pas d'Amazon, du commerce de proximité. Il y a beaucoup de commerces de proximité qui n'avaient pas de site internet. Voilà. Le télétravail. Et si j'avais le temps, mais je vous aurais posé la question, on a vu qu'effectivement, pendant la crise sanitaire et notre obligation de ne pas aller au bureau, il nous a manqué quelque chose. Qu'est-ce qui nous a manqué le plus quand on a été obligé de ne pas aller au bureau ? Bon, je ne vais pas vous demander une réponse, c'est la machine à café. Pourquoi ? Je vous laisse le soin de deviner. Bon, voilà, la machine à café pour savoir qui couche avec qui dans l'entreprise. Non, c'est une plaisanterie. Voilà. Non, l'innovation est remarquable quand elle répond à un besoin, à une nécessité. L'innovation pour les gens est remarquable quand elle s'ouvre aux enjeux contemporains, et ça nous ramène tout de suite au trophée de l'innovation de l'ADI, puisqu'il s'agit bien des enjeux contemporains, puisque cette année, nous avons choisi d'intégrer des principes fondamentaux des enjeux contemporains dans le mode d'emploi du trophée de l'innovation. Il y a eu 4 principes fondamentaux qui ont été retenus: l'économie circulaire, le bas carbone, l'immeuble serviciel, l'immobilier et la mobilité. Il a été demandé à tous les candidats de présenter dans leur dossier 3 points: le super pouvoir ou la proposition de valeur de leur entreprise, de leur solution innovante, Deuxième point, une expérimentation ou une opération qui a prouvé l'efficacité de leur offre. Et troisième point, la vision qu'elle ou qu'ils portent au principe fondamental qu'elles ou qu'ils ont choisi. Je vous rappelle, le bas carbone, l'économie circulaire, l'immeuble serviciel, l'immobilier et la mobilité. On a reçu 15 super bonnes réponses, 15 gros dossiers, vraiment des dossiers très intéressants, qui ont tous été analysés, et chaque auditeur et chaque porteur a été audité. Toutes les 15 synthèses ont été présentées au jury de l'ADI, qui a sélectionné 3 finalistes, et je crois que c'est ce soir Eh bien, les voilà, les 3 finalistes. On va les appeler, si vous le voulez bien, sur scène. Didier Minieri pour UpFactor, Stéphane Chauvin pour MyDataBall et Anne Keuch pour le booster du réemploi. On les encourage, s'il vous plaît. Et je vous laisse avec eux pour Merci. les questions que vous avez à leur poser.
Alors, pour vous présenter leurs solutions, Anne, Didier et Stéphane ont choisi d'éviter le pitch individuel ou promotionnel. Ils ont préféré de répondre chacune et chacun à 3 questions collectives. Et on espère que dans ces réponses, vous trouverez un intérêt à l'une ou aux 3 solutions. Même si vous devez voter pour un seul candidat, je pense que Capucine reviendra sur la façon dont se fera le vote, Anne, Didier et Stéphane ne se déterminent pas comme des concurrents. Ils pensent que leurs solutions, leurs offres sont totalement complémentaires et que ça répond en partie à une ou plusieurs problématiques des directions immobilières. Ils sont là. Didier Mignery, bonjour. Alors, tu es architecte, spécialisé dans la surélévation de bâtiments. En 2017, tu crées UpFactor. Tu développes un logiciel qui détecte le potentiel de surélévation des actifs et des parcs immobiliers. Ta solution innovante surélévation et aussi rénovation énergétique a obtenu 53 points sur 75 de la part du jury de l'ADI. Je vous demande quand même de faire beaucoup de bruit pour cet homme qui croit à la ville verticale. Faites du bruit, s'il vous plaît. Stéphane Chauvin, alors toi, dans un autre temps, tu n'étais pas du tout dans l'immobilier, tu étais manager dans la banque et l'assurance. Chacun son parcours. Hein. Il y a une quinzaine d'années, avec ta structure MyDataBall, tu t'attaques aux problématiques des productions et de l'exploitation et aux coûts énergétiques des données. Ta proposition de valeur, c'est de réduire la production inutile des objets connectés et de rendre une sobriété numérique au bâtiment. Et là, tu interviens dans l'immobilier. MyDataBall a obtenu 58 points sur 75 de la part du jury de l'ADI. Faites du bruit pour Stéphane, qui croit à la frugalité des data. Est-ce que je vous présente Anne Keuch? Non, hein, d'accord. On ne présente plus Anne Keuch et son rôle moteur dans le développement durable et dans l'innovation chez Groupama Immobilier. Anne est ici ce soir en tant que co-initiatrice du collectif Le Booster du Réemploi, lancé, quel courage, en septembre 2020, en pleine crise Covid et en pleine annulation d'un grand salon professionnel. Et donc, il a fallu effectivement trouver l'opportunité d'avoir une présence parisienne de ce salon pour présenter le Booster du Réemploi, me semble-t-il. Cette communauté de maîtres d'ouvrage et sa plateforme digitale massifie la demande de matériaux de réemploi. Cette démarche innovante a recueilli 64 points sur 75 de la part du jury de l'ADI. Faites un énorme bruit pour Anne Keuch. Parce que Anne a raison, on est plus fort ensemble. C'est moi. Allez, première question. Collective, hein, vous répondez chacun, et dans l'ordre, hein, c'est Didier, Stéphane et Anne. Didier, quel rôle tient UpFactor dans le principe fondamental du bas carbone? Alors, 1 minute, je chronomètre. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, pour UpFactor, la stratégie bas carbone, c'est avant tout de travailler sur la mixité des usages et aussi de travailler sur, bien sûr, la surélévation des bâtiments en promettant en fait une chose très importante, c'est qu'il faut absolument intensifier les usages de tous les actifs immobiliers de manière à pouvoir limiter notamment les déplacements au cœur des métropoles. Deuxièmement, il faut absolument rénover les bâtiments existants et par la surélévation, on est capable de redonner une nouvelle vie à ces bâtiments en améliorant leur image, leur usage et bien sûr leur performance globale. Enfin, dernière chose, il est très important de construire mieux avec des matériaux biosourcés, donc envisager une nouvelle façon de construire et construire sur les toits, c'est une véritable aubaine pour cela. Super, dans les temps, magnifique. Stéphane. Oui, vous pouvez applaudir si vous voulez, bien sûr, bien sûr. Alors, vous n'avez pas fini parce qu'il y a 9 passages. Hein. Stéphane, quel rôle tient MyDataBall toujours dans le principe fondamental du bas carbone? En fait, c'est parti. Dans le bas carbone, nous, on est parti sur quelques chiffres. Il faut savoir que d'ici 5 ans, 50 milliards d'objets connectés vont être produits. En Europe, on estime à peu près à 5 milliards. Ça fait un coût énergétique. Il va y avoir une croissance de 8% du coût énergétique des bâtiments, aussi bien dans les foyers que dans les bâtiments d'entreprise. Et donc, voilà, nous, on fait de l'intelligence artificielle et on fait beaucoup de calculs. Et effectivement, on vient du
monde de la finance. Et en fait, on fait du transfert de technologie où on est capable d'analyser beaucoup d'informations. Et là, nous, notre objectif, c'est vraiment de réduire ce coût de flux d'informations, d'interconnexion de la donnée. Et on s'est rendu compte, en faisant quelques expérimentations, enfin même pas mal d'expérimentations, qu'à peu près 80% des données qui sont produites par les bâtiments sont inutiles. Merci Stéphane. Tu nous rappelles combien d'IoT dans le monde Alors, c'est entre 42 milliards et 50 milliards d'ici 2025 qui vont être produits et donc essentiellement dans l'immobilier. Merci pour la précision Stéphane. Anne, quel rôle tient le collectif du Booster du Réemploi dans le principe fondamental, alors lui, de l'économie circulaire? Oui, mais on aurait pu être aussi appelé dans le bas carbone, dans la catégorie du bas carbone. Oui, mais tu as choisi l'économie circulaire. Ah ben oui, mais on aurait pu répondre dans les deux. Le booster du réemploi, c'est le maillon indispensable aujourd'hui dans la construction et dans l'immobilier, parce qu'il représente 37 mètres d'ouvrage engagés. Ces 37 mètres d'ouvrage ont engagé 1,3 million de mètres carrés depuis septembre dernier, à prescrire des matériaux de réemploi dans leurs opérations de construction, de rénovation ou de maintenance. Donc on est dans le style un peu nage à contre-courant, c'est-à-dire qu'on relève le défi de faire changer nos process et nos habitudes. On tourne le dos au supermarché du neuf, qui est le symbole de l'économie linéaire. Je produis, j'extrais, je produis et je jette. Et nous, on fait le pari que nos opérations seront constituées essentiellement de matériaux de réemploi. Merci Anne, dans les temps, super. Deuxième question collective, toujours dans l'ordre, hein. Didier, Stéphane, Anne. Didier, quelle complémentarité existe entre l'offre d'UpFactor et les offres de MyDataBall et le booster du réemploi et ainsi de suite? On aura compris. Alors effectivement, tout comme MyDataBall, on vous propose en fait de réinterroger finalement les données immobilières que vous produisez, notamment les données de vos patrimoines. Grâce à la détection à grande échelle via notre application, on va dire, du potentiel de surélévation et de densification de vos actifs, on est capable ainsi d'engager une démarche vertueuse de l'immobilier, de développement immobilier, sans artificialiser les sols. Voilà, on illustre ainsi la sobriété foncière. Et on est également de manière très concrète en réutilisation du foncier, puisqu'on fait de la mixité, on densifie finalement les usages, on augmente les usages sur une parcelle qui est déjà occupée par un bâtiment. Et enfin, de manière assez naturelle, on l'a dit, le booster du réemploi aurait pu être dans la catégorie bas carbone, effectivement, puisque l'opportunité de travailler sur la réutilisation des bâtiments où on rénove, on réhabilite, et où on construit finalement du neuf, c'est un formidable gisement pour le booster du réemploi. C'est moi qui devais dire ça, normalement. Ah bon, vous piquez vos phrases déjà? Bon. Stéphane, la complémentarité de MyDataBall avec UpFactor et le booster du réemploi? Il est clair que nous sommes dans un même mouvement, hein. Il y a une urgence climatique, il y a plein d'urgences, donc tout ce recyclage. Donc effectivement, nos complémentarités, elles sont vraiment présentes, sachant que nous, on s'attache au coût énergétique du numérique et qu'il existe des méthodes très simples et très efficaces pour réduire ce coût énergétique. Alors quand on parle de bas carbone et puis d'économie circulaire, nous, au niveau du numérique, on voudrait dire juste un mot qui a quand même une certaine importance, c'est la sobriété. C'est être sobre dans la consommation d'informations. C'est-à-dire que là, c'est une gabegie de données et que les outils d'intelligence artificielle peuvent suppléer aux déficiences de la mesure et peuvent compléter des informations qu'on aimerait bien avoir pour améliorer la prise de décision et la gestion des bâtiments. Et donc effectivement, toute cette démarche-là, eh bien, on est tous les trois, on y contribue très fort. Merci Stéphane. Eh bien oui, forcément, quand on s'est rencontrés, alors on s'est dit UpFactor, forcément, il utilisera des matériaux de réemploi, des sanitaires, du bois, n'importe quel matériau, même de seconde œuvre, de toute façon, peut rentrer dans la catégorie. Avec MyDataBall, c'était aussi rigolo, puisque le booster a développé une plateforme digitale pour consolider les demandes des maîtres d'ouvrage. Cette plateforme, elle s'appelle Looping.
Elle a été construite par Faber-Novel de façon sobre, numériquement. Mais on s'est dit que pourquoi pas, avec MyDataBall, faire encore plus sobre. Bah, impeccable. Tu avais 23 secondes encore, Anne, mais vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Troisième lancement. Oui, tu voulais dire quelque chose, Anne? Sinon, je peux rajouter que je peux m'engager aussi à parrainer UpFactor et MyDataBall au sein du booster, puisqu'on a l'ADN de l'innovation. Donc voilà. On prend. Merci. Oui, Si on gagne, hein. Ah, oui. Uniquement si on gagne. D'accord. OK. Troisième lancement, troisième question collective. Celle-là, c'est peut-être la question la plus cruciale, puisqu'il s'agit de prouver, de démontrer l'employabilité de votre solution et en quoi elle correspond à un besoin des directions immobilières. Alors, Qui était prêt? allez. Et on envoie la slide, je ne sais plus, il y a une slide, je crois. Voilà. Voilà, je vous emmène à Annecy. Par l'analyse finalement massive du patrimoine et des métropoles que l'on fait grâce à notre application, nous, on est en mesure de connaître de manière assez exhaustive le potentiel de surélévation et de densification de vos actifs immobiliers. Ainsi, on vous propose une véritable démarche d'accompagnement via une équipe pluridisciplinaire, bien sûr. Notre logiciel, on en a déjà parlé, mais également une stratégie finalement d'optimisation foncière qui va vous permettre d'augmenter et de faire de la mixité sur vos patrimoines déjà en utilisation. Enfin, dernière chose, que ce soit du logement, du bureau, du co-living, coworking, il serait quand même dommage de ne pas exploiter ce foncier aérien qui est présent partout et qui est quand même une opportunité pour demain. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Non, c'est pas fini. Pardon. Super. Alors, hop, on remet la machine. Stéphane, à toi, question cruciale, l'employabilité de ta solution et à quel besoin correspond ta solution, quel besoin des directions immobilières? Ouais, alors en fait, autour d'un bâtiment, vous avez plusieurs cas d'importance au niveau du numérique. Et déjà au centre, vous avez votre bâtiment et on parle de sécurité. Alors effectivement, vous ne pouvez pas vous imaginer comme vos immeubles sont pipelettes. Et ils parlent à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, ils donnent beaucoup d'informations. Donc là, typiquement, avoir un score de risque de cybersécurité sur vos bâtiments, c'est un plus, d'ailleurs, qui peut se discuter avec les assureurs pour être mieux assurés sur la cybersécurité, par exemple. Donc là, on a déjà une offre sur étagère pour circonscrire ce risque-là. Sur la sobriété, eh bien, justement, c'est utiliser le peu d'informations possible pour avoir la meilleure décision possible et multiplier la qualité de la gestion des bâtiments. En plus, ce qui est bien dans cette intelligence artificielle sobriété, 5 secondes. c'est que vous pouvez le dupliquer ailleurs. Merci Stéphane. Dernière phrase. Juste petite phrase. Pour la performance, c'est qu'en fait, globalement, on fait décroître l'empreinte carbone. Et pour ces trois sujets-là, on est lauréat de l'armée et lauréat de la ville de La Rochelle. Merci Stéphane. Anne, en 1 minute, l'employabilité du booster du réemploi. Alors le réemploi, ce n'est pas que le bonheur, c'est aussi, on en est convaincu au sein du booster, que c'est énormément d'intelligence collective, énormément de compétences, énormément d'humains. Pour traiter 1 tonne de déchets, vous avez besoin d'un ETP, d'une personne. Pour traiter le même tonnage de 10 000 tonnes de ressources et de matériaux, vous avez besoin, pour la réutilisation et le réemploi, de 690 personnes. Donc forcément, le réemploi va donner du sens de toute façon à nos industries, va reconstruire des filières. Et puis je pense que les directeurs immobiliers sont des réceptacles de toutes les tendances sociétales qui sont en train d'émerger, on l'a vu en première partie. Et donc forcément, vos utilisateurs, vos collègues vont avoir besoin de sens dans vos immeubles. Et le réemploi, en fait, quand vous passez un matériau d'un immeuble à un autre immeuble, c'est le trait d'union et c'est l'histoire entre tous ces immeubles. Et c'est ce qui redonnera du sens. Eh bien, on terminera sur ce qui redonnera du sens. Je vous remercie de votre attention, de l'intérêt que vous avez porté à ces 3 propositions. Je vais rendre la parole à Monsieur le Président et à Capucine qui va sans doute vous expliquer les modalités du vote. Si vous pouviez faire encore un tonnerre d'applaudissements pour les 3 propositions.
Merci à tous les trois. Merci Olivier. Alors vous avez entendu les trois porteurs de projet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voter pour ce projet, ce trophée innovation. Vous avez 2 minutes pour cela. Regardez la slide qui se trouve juste derrière moi, vous indique exactement la marche à suivre avec votre téléphone. En attendant, je vous propose de regarder cette vidéo qui a introduit le trophée Espoir, qui sera celui que nous allons remettre juste après. C'est parti, regardez. Valoriser et encourager l'engagement des jeunes dans une fonction qui est complexe, qui est passionnante. C'est de préparer la relève et ce trophée Espoir permet d'identifier, de flaguer, d'encourager des jeunes talents qui prendront notre place. Valoriser la profession de directeur immobilier et susciter des vocations. Je pense qu'il est loin le temps où l'immobilier était justement une fonction support peu valorisée. Au contraire, aujourd'hui, c'est un métier passionnant. L'ancienne garde des directeurs immobiliers n'a pas commencé sa carrière dans l'immobilier, c'était souvent dans d'autres départements et ils se sont petit à petit amenés à l'immobilier parce que personne d'autre voulait faire ça et ils l'ont fait avec beaucoup de talent. On a la chance aujourd'hui d'avoir des directeurs immobiliers qui ont la vocation jeune. C'est un métier dont l'apprentissage est assez long, encore une fois, pour maîtriser les compétences en relations humaines ou sociales, les aspects financiers, les aspects juridiques, les aspects fiscaux, les aspects techniques de la fonction. La fonction immobilière embrasse énormément de thématiques, beaucoup plus qu'avant. Et donc elle nécessite en fait un décloisonnement des fonctions. Les qualités du directeur immobilier vont changer, sa fonction aussi, de manière à être plus proche d'un directeur de la performance qu'un directeur d'un centre de coût. Les mutations de l'environnement de travail, les mutations du marché immobilier, les mutations même du marché du travail, vont impacter les compétences nécessaires pour être directeur immobilier. Et à l'écoute des évolutions du monde de l'entreprise et de la société, des attentes des collaborateurs en général. C'est quelqu'un qui doit avoir aussi du goût et des qualités pour être un chef de projet, puisqu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus un ensemblier et il va devoir discuter avec des spécialistes dans chaque domaine. L'immobilier transforme pas seulement les lieux, mais transforme également la ville. Et vous, en tant que futur dirigeant de la planète immobilière, vous avez un rôle clé à jouer et un rôle utile pour la société. Philippe, je vous laisse annoncer le nom du lauréat de ce trophée Espoir. Oui, ça a été très difficile de départager les personnes qu'on a entendues. Je vous le dis pour de vrai, mais on a mis l'accent sur ceux qui appliquent vos talents dans le cadre d'une collectivité territoriale. On a pensé que c'était un signal du moment qu'on pouvait donner. Et c'est donc Nicolas Chevalier, directeur de la stratégie foncière et du patrimoine de la ville de Marseille, que nous avons choisi. Il est en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique immobilière et foncière de la ville. Il dirige 60 agents à travers 3 services. Il s'occupe d'assets, de property du parc, 500 000 m² bâtis, 1600 terrains nus. Bref, il mérite vos applaudissements et il nous rejoint sur scène. Bonsoir et bienvenue. On vous laisse dire un petit mot. Moi, je vais commencer par des remerciements. Ah, et le prix. Merci beaucoup. Je suis ému et touché. Merci à vous tous pour ce prix. C'est une très belle surprise, je ne m'y attendais pas. J'ai déjà commencé par... Vous pouvez regarder là-dessus. C'est mieux de regarder le public, effectivement. Je vais commencer, et justement en plus parce que c'est vous qui m'avez sélectionné. Donc, commencer par remercier effectivement l'ensemble des membres de l'ADI qui m'ont présélectionné et aussi le jury qui m'a définitivement élu lauréat. Donc, effectivement, je ne m'y attendais pas forcément, en étant directeur immobilier de la ville de Marseille et en étant passé par le privé pendant 8 ans et depuis 2 ans à la ville. Donc, c'est un très beau cadeau que vous me faites là. Notamment venant d'un jury aussi prestigieux, donc c'est un bel honneur. Je vais essayer d'oublier personne, donc déjà je vais remercier
donc les membres de l'ADI et les membres du jury. Je vais également remercier mon adjoint au patrimoine qui est présent, qui m'a fait la chance de venir, Eric Méry, et qu'on se voit en général tous les jeudis soirs ou les jeudis après-midi, donc voilà, ça reste dans la droite ligne. Je vais aussi remercier quelqu'un que vous connaissez, mon DGS, notre DGS, donc Benoît Quignon, qui n'est pas présent ce soir, mais qui m'accompagne au quotidien et qui me soutient et qui soutient l'ensemble de la direction de l'immobilier justement pour aller de l'avant dans ces chantiers qu'on est en train de mener avec la nouvelle équipe municipale. J'en profite pour remercier un peu plus personnellement ma compagne quand je lui ai dit je lui ai demandé si on partait à Marseille pour poste rue d'Aubagne et les événements qu'on connaît en pleine avec les magistrats de la Cour générale des comptes qui auditaient la ville. Est-ce que c'était vraiment le bon moment d'y aller? C'était à risque. J'ai fait le pari. C'est une super expérience. C'est dense, c'est stressant. Il faut travailler des deux côtés, le côté utilisateur et le côté projet, et travailler le temps long et le temps court en même temps. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc merci beaucoup. J'espère avoir oublié personne. Merci à vous. Merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous applaudit chaleureusement. Merci beaucoup. Et le trophée innovation, on y revient, puisque ça y est, nous avons enfin les résultats, le nom du gagnant de ce trophée qui va s'afficher derrière nous. Philippe, regardez, on va le découvrir ensemble. Et c'est donc... Je lis mal. Je vous laisse. C'est le booster du réemploi qui l'emporte. Voilà. À 50%. C'est Anne. Elle va venir chercher, nous rejoindre chercher son prix. La voilà. Et elle a pris l'engagement de réunir au sein du booster UpFactor et MyData Ball. Tu vas au micro. Vous pouvez vous installer au pupitre. Salut Eric. Vas-y. Bon, en fait, le booster du réemploi, au départ, c'est une initiative au sein de Groupama Immobilier menée par 4 super femmes. Anne, bien sûr, que vous connaissez, Laetitia, Mélodie et Manon. Et le booster du réemploi, c'est vraiment une femme qui est Anne, qui ne lâche pas. C'est-à-dire que quand elle a une idée, elle fait le pied de grue devant votre bureau, et puis tant que vous ne lâchez pas, elle reste là. Et donc, c'est finalement beaucoup d'obstination, mais une obstination où au départ, on a conçu en fait ce booster du réemploi à l'intérieur de Groupama Immobilier. On s'est dit que ça fonctionnait, on a fait vraiment la preuve que ça fonctionnait. Et avec Anne, Laetitia, Manon et Mélodie, on a décidé effectivement d'en faire cadeau à la profession, de bâtir un collectif. On s'est dit que le temps que ça nous avait pris, 3 années de construction de cette plateforme pour qu'on puisse faire de l'économie circulaire sur nos immeubles, il fallait en faire cadeau et que ce temps soit gagné pour l'ensemble de la profession. Et donc on est allé effectivement solliciter Cédric Borel d'A4MT, qui a fait venir Camille Bertin, Elisabeth Trofimov, pour mettre en œuvre aussi ce cadeau, et donc en sollicitant Faber Novel pour construire ce collectif, faire qu'il y ait un effet d'échelle où nous, nos 200 000 m² d'économie circulaire, de réemploi, puissent, vous le voyez dans un temps court, hein, c'est moins de 6 mois, passer à une échelle différente, donc 1,3 million de m² maintenant, et réunissant 37 mètres d'ouvrage. Faire se rencontrer une offre et une demande dans le même temps, quand on veut faire de l'économie circulaire, c'est très clairement la clé. Il y a un effet d'échelle et très vite, il faut qu'on gagne parce que 1,3 million de m² sur le parc que représente aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, c'est moins de 3% du parc. C'est finalement encore une goutte d'eau et on peut gagner, avoir cet effet d'échelle. C'est un système qui fonctionne aujourd'hui, c'est la plateforme Looping. Ça fonctionne très très bien. Tous, vous n'y êtes pas encore. Mais en tout cas, la démarche, je pense que vous l'avez senti aussi ce soir, derrière ces données numériques, derrière cette plateforme, il y a en tout cas de l'humain, de l'authenticité, c'est un vrai collectif. Et l'humain qui est à la source de cette ambition, de cette innovation, il est d'une qualité, d'une sincérité rare, comme j'en ai rarement trouvé.
Bien sûr que je représente ce soir le Booster du Réemploi, une initiative portée par Groupama Immobilier, mais je peux vous dire que si vous n'aviez pas dans la profession l'obstination d'une Anne Koch, on n'en serait pas là. Tout le monde. Bravo. Bravo. Je vais appeler Unibail ce soir. Je vais appeler Jean-Marie Triton. Merci à tous les deux. Je vous invite à rejoindre la salle. Merci beaucoup et encore bravo. Et avant de passer au trophée du directeur immobilier 2021, très attendu évidemment, on va remettre un prix un peu spécial, Philippe. Alors pour quelle Oui, raison? alors c'est le prix spécial du jury et on s'est dit que sortant de ces relations à distance, on avait besoin de concret, on avait besoin de parler de réalisation, d'immeubles, et on a choisi un bel ouvrage en pensant qu'il portait à la fois les exigences d'innovation, d'accueil des salariés et des clients de l'entreprise, d'adaptabilité aux évolutions, bref, un immeuble comme on doit les penser pour accompagner l'après-crise. Et nous avons voulu sélectionner et couronner l'immeuble Bridge qui va accueillir le siège social d'Orange. Et je demande donc à Éric Ouvier, le directeur immobilier d'Orange, de venir. Et si vous l'acceptez... Merci Éric. Et si vous l'acceptez, on peut demander à Jean-Paul Viguier, qui est le père de l'immeuble, de venir aussi sur scène, sachant que vous l'avez peut-être remarqué, Jean-Paul figurait dans le jury, mais lorsque nous avons voté pour le prix spécial, il a quitté la visioconférence. Vous pouvez vous installer au pupitre. Bravo à tous les deux. D'abord, Jean-Paul, c'est toi qu'il faut féliciter, qui a fait un immeuble qui correspondait à nos attentes. Il faut remercier aussi les équipes d'Altarea d'avoir lancé ce projet avec nous. Je pense qu'on a eu à la fois la chance d'avoir une équipe absolument incroyable, donc avec nos partenaires aussi en interne. Et je tenais à remercier tout particulièrement à ce propos, évidemment, Jean-Paul, Adrien et également toutes les équipes de l'immobilier, et en particulier Bertrand Jasson, qui est mon prédécesseur, qui sans lui, évidemment, rien n'aurait été possible. Et moi, je n'ai que la chance de récolter les fruits du travail de ce prédécesseur qui avait eu cette vision-là. Bridge, pour nous, ça a été la chance de pouvoir rencontrer en fait les aspirations de l'ensemble de nos salariés pour pouvoir à la fois être un ensemble qui était quelque part regroupant l'ensemble des salariés d'une dizaine d'immeubles répartis sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais également de pouvoir ouvrir ce site-là à l'ensemble des salariés du site. Et on a voulu en faire en fait la grande maison d'Orange. Et c'est vrai que la conception telle qu'elle avait été imaginée au départ par les équipes d'Altarea et par Jean-Paul répondait parfaitement à ce besoin. On a évidemment aussi énormément apprécié la lumière, énormément apprécié la qualité architecturale du projet. Et la réalité, c'est que le résultat est au rendez-vous. Nos salariés sont en train de finir d'emménager sur les locaux et on a une vraie satisfaction de l'ensemble de nos salariés. Et encore une fois, un grand merci à tous. Et puis merci pour le prix. Merci Eric. Je suis très fier d'être associé à ces prix et ces palmarès parce que ce projet est un grand investissement pour toute une équipe qui a travaillé effectivement longtemps là-dessus et qui illustre d'ailleurs parfaitement les propos qui ont été tenus tout à l'heure, puisque on a parlé d'accélération de l'innovation et non pas de réinvention après la crise. Et c'était exactement le cas, puisque ce projet dont on découvre aujourd'hui les côtés créatifs, les nouveautés, a été conçu avant la crise. Donc, et ça veut dire que toutes sortes de choses étaient en cours déjà et que cette crise a accéléré finalement la mise en place de ces inventions, de ces créations, de ces idées, de ces désirs finalement de réinventer un monde du travail nouveau. Et aussi, ce que je voudrais vous dire, et c'est très intéressant, je pense, dans la discussion que nous avons eue ce soir, c'est que
toutes ces valeurs qui ont été finalement insufflées dans le bâtiment l'ont été, a priori, avec les équipes d'Altarea. Altarea était, Cogedim Altarea était mon client, et Orange a rejoint cette équipe dans son effort de production, mais plus tard, c'est-à-dire que déjà, lorsque Orange nous a rejoints, tout un ensemble de dispositifs et d'architecture étaient présents dans cet immeuble. Et évidemment, le travail s'est poursuivi ensuite avec Orange et s'est adapté à des besoins particuliers, s'est développé dans certains secteurs qui étaient propres à l'industrie d'Orange. Mais cela montre d'une manière éclatante que dans toute invention, il y a une base qui est commune, c'est-à-dire que nous partageons un ensemble de valeurs. Et ça a été rappelé aussi pour l'association des directeurs immobiliers, Philippe, tu l'as fait tout à l'heure. Pour l'architecture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui conçoit les choses et qui les conçoit d'une manière presque universelle, c'est-à-dire d'une manière où les valeurs qui seront mises en place s'appliqueront à tout un ensemble de bâtiments. Mais ça ne suffit pas, évidemment, puisque si l'on faisait cela, tous les bâtiments se ressembleraient. Et il faut que quelque chose de particulier intervienne à un moment que j'appelle moi la contextualité. Et là, il s'agissait de l'arrivée d'Orange, en réalité, qui a fait de ce bâtiment un bâtiment différent des autres. Et donc, il est à la fois général, au sens où il répond à des questions que nous nous posons tous sur la situation, et il est particulier, au sens où il ne peut appartenir qu'à Orange. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux et bravo. Bravo. On va remettre maintenant le très attendu prix du directeur immobilier. Mais avant tout, je vous propose de regarder cette petite vidéo qui définit justement le rôle de ce directeur, métier que vous incarnez dans le contexte actuel. Regardez, c'est parti. Le directeur immobilier, il a forcément plein de qualités parce que c'est un métier pluridisciplinaire, c'est un métier composite. Évidemment, il doit être un bon négociateur, compte tenu du monde dans lequel nous vivons et des évolutions, ouvert pour moi à l'innovation. Agile dans le sens où il ne trouvera jamais l'immeuble de bureau qui correspond à 100% des demandes qu'il a. Si on n'a pas un solide sens de l'humain, alors on se trouve un peu en défaut. Un observateur fin de ce qui se passe dans son entreprise, c'est-à-dire aussi bien sa stratégie, son process, ses produits, mais également ses offres. Le directeur immobilier travaille une matière fascinante que sont les lieux. C'est les directeurs immobiliers qui nous ont aidés à comprendre qu'il fallait qu'on fasse des immeubles qui aient une grande flexibilité, parce qu'on a des modes dans les modes de travail. L'immobilier est au cœur de la stratégie de la satisfaction du client interne. Le client interne, c'est le collaborateur, c'est la première richesse de l'entreprise. Les enjeux du directeur immobilier aujourd'hui, c'est principalement de s'adapter aux évolutions. Il faut, quand on est un directeur immobilier aujourd'hui, être un expert de la digitalisation, du fonctionnement digital des bâtiments ou des services qu'on propose. Je dirais presque un enjeu contradictoire entre les objectifs vertueux de vouloir être une entreprise engagée dans le développement durable et une politique RSE ambitieuse et une politique de maîtrise de coûts. L'immobilier aujourd'hui n'est plus un coût subi, mais c'est un levier de transformation, c'est un levier de performance, un levier d'attractivité pour les entreprises. Et donc le directeur immobilier doit prendre tous ces paramètres en compte et les traduire dans le projet. Il faut énormément de conviction, de persuasion et d'énergie pour réussir à faire sortir un projet immobilier cohérent. Bon, vous l'avez évidemment reconnu à travers ce qu'on vient de voir, parce que celui ou celle que nous avons désigné a toutes ces qualités-là. Et vous avez vu la phrase qu'il ou elle a prononcée pour vous mettre un tout petit peu sur la voie. Donc vous avez des informations sur le lauréat? Oui, j'en ai quelques-unes, parce que je me souviens que j'étais membre du jury que je présidais. Et donc... il est dans une entreprise mondiale. C'est une entreprise que les Français plébiscitent régulièrement.
Il a à la fois la compétence sur l'immobilier de bureau, mais aussi sur l'immobilier industriel de l'entreprise. Et puis, il s'est dit depuis le départ qu'il ne suffisait pas de s'occuper des espaces, mais qu'il fallait aussi s'occuper des services qu'il y avait dans les espaces. Voilà, vous l'avez reconnu, Philippe Amiotte, tu nous rejoins. Ah bah, c'est Gilles qui devait l'annoncer. J'étais censé annoncer le nom de Philippe, mais l'autre Philippe, par solidarité entre Philippe, sans doute, m'a précédé. Mais je suis très heureux d'accueillir Philippe Amiotte. On vous laissera le discours de la fin, Gilles. Qui est le directeur de l'immobilier et de l'environnement de travail du groupe Danone. J'étais assis tout en haut, ce qui m'a permis de savourer ce moment, le temps de descendre ce grand escalier, mais aussi de prendre la mesure de l'honneur qui m'est fait. Et je suis un peu ému, je ne suis pas différent des premiers orateurs. Ravi de vous retrouver parce qu'effectivement, on a une petite coupure de 15 mois pendant laquelle les prises de parole étaient par écran interposé. Un peu d'émotion, j'y reviendrai peut-être si on me laisse quelques minutes. Et puis je suis très impressionné parce que, ayant été administrateur une douzaine d'années de l'ADI, je crois pouvoir mesurer l'importance de ce prix. Très impressionné parce que justement cette vague, c'est un peu violente, là, ce tsunami de tous se retrouver aujourd'hui pour la première fois depuis longtemps. Très impressionné parce que le jury est présidé par une icône, on va le dire comme ça, une icône de l'industrie immobilière, en la personne de Philippe Pelletier. Très impressionné parce que les 25 ans de l'ADI, ce n'est pas un chiffre anodin. Et une fois que j'aurai remercié le jury, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je vais improviser un petit peu, j'ai un peu de ressources. Au-delà du remerciement naturel indispensable au jury, j'espère que ce prix est mérité, j'espère que le pourcentage de suffrages exprimés était convenable. Je vais aussi remercier, non pas l'ensemble de la profession, ce serait un peu démagogique, mais en tout cas, tous les gens avec qui je travaille, je m'explique. L'immobilier, je le dis souvent, est un sport de combat, mais c'est aussi et surtout un sport collectif. Et mon travail chez Danone, en fait, j'ai bien aimé le mot d'Olivier, est un travail d'ensemblier, quelque part. Et mon boulot est d'agréger des compétences, d'en tirer les quintessences et d'avoir un rôle de catalyse entre les différentes composantes de cette industrie immobilière. Et à cet égard, on est plus fort. Si on est fort, si on est performant, si on est efficace, si on est productif, c'est aussi grâce aux autres, au travers des autres et avec les autres. Et là, je veux citer tous les gens avec qui je travaille depuis plus de 2 décennies maintenant. Alors, je ne vais pas les citer, bien entendu, mais les fonctions, les maîtres d'œuvre, de conception, d'exécution, les AMO, j'aime beaucoup les AMO, les OPC, j'adore ce métier, les entreprises, bien entendu, les space planners, les bureaux d'études, les géomètres, les notaires, les avocats, etc. Et ça, c'est un monde que j'ai l'honneur d'animer pour la productivité du groupe Danone depuis un petit moment. Et c'est ce qui me fascine, ce qui me passionne, ce qui m'enthousiasme, jouer un rôle de catalyseur et d'entraîneur de courroie de transmission. La gratitude, je vais aussi, alors je suis un peu tout seul comme souvent quand je parle d'immobilier du groupe Danone, mais j'ai envie de citer 2 personnes. Merci Gilles d'avoir mis l'accent sur le fait que je gère l'immobilier et l'environnement de travail, dit autrement le contenant et le contenu. Je ne m'étendrai pas, mais là je paraphase, mine de rien, un petit peu Antoine Riboud, pour ceux qui connaissent l'histoire du groupe BSNGR et Danone, le contenant et le contenu. Alors, j'ai une organisation très binaire chez Danone qui repose sur 2 piliers. Un pilier environnement de travail, avec un garçon qui s'appelle Manuel Martins, qui bosse depuis 17 ans avec moi maintenant, sur l'aspect, donc, sur la catégorie environnement de travail, et Dieu sait si c'est complexe, et si le spectre est assez large. Et puis plus récemment, au niveau de l'immobilier international, principalement au bureau, mais pas que, Camille Berg, qui a rejoint mes équipes il y a 6 ans. Je les remercie aussi, parce que sans eux, je ne serais pas là, et puis j'associe toute mon équipe, qui m'accompagne depuis un petit moment aussi, qui m'est assez fidèle. La deuxième idée maîtresse de mon improvisation pourrait être de remettre les choses en perspective. Et c'est peut-être pour ça que je suis un peu ému, parce qu'en fait, il y a une sorte de fierté. D'abord parce que ça s'ajoute aussi à 1 ou 2 grands prix du CIMI, à une pierre d'or. Bon, pas anodin. Il y a longtemps déjà, certes, mais... Et puis, oui, c'est vrai que je suis rentré dans ce groupe industriel passionnant, un groupe très mass market, mais néanmoins industriel, il y a plus de 2 décennies maintenant. Et donc, l'immobilier étant un métier de cycle long, je me suis inscrit dans la durée.
Et j'ai eu l'honneur d'animer la stratégie immobilière et de la caler, de l'adapter à la stratégie industrielle du groupe, et sachant que ce groupe est en perpétuelle évolution, transformation, en perpétuel mouvement, la tâche n'est pas aisée, mais elle est enthousiasmante. Quand je suis entré il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, pardon, j'arrondis, la feuille de route était très floue, le cadre était pas forcément bien détouré, et en fait c'est ce qui m'a plu. Et j'ai pu configurer un peu le poste avec le concours de gens très bienveillants qui étaient à l'écoute d'ailleurs. Et voilà, j'ai pu configurer le poste et j'ai tracé la route. J'ai, je pense, pu trouver mon couloir de nage et j'ai œuvré donc pour le meilleur, j'espère, pour le compte du groupe Danone. Et il y a un mot un peu fort peut-être, mais une forme d'accomplissement à être avec vous aujourd'hui, à recevoir ce prix. Merci encore Gilles, merci encore Philippe, merci au jury. La troisième idée qui m'est venue en descendant l'escalier, vous voyez que c'était finalement un peu court, puisqu'on parle de 2021, puisqu'on parle d'une temporalité un peu d'actualité, un peu néo-contemporaine, je peux essayer de prendre 3 minutes pour vous parler des sujets qui sont en cours ou qu'on vient d'achever et qui me valent peut-être d'être là avec vous aujourd'hui, sans ordre de préséance et en essayant de ne pas faire trop long. Adrien connaît un peu le sujet. On vient de livrer un magnifique bâtiment de 25 000 m² du côté de Rueil-Malmaison. Ça s'inscrit dans un schéma de rationalisation et de performance de l'immobilier francilien tertiaire, puisqu'il y a plus de 20 ans, on avait une quinzaine de sites. Aujourd'hui, on en a peu ou prou 2. J'ai eu l'honneur, c'était la première fois que je renvoyais un micro pour de vrai, j'ai eu l'honneur, il y a 3 semaines, de poser la première pierre d'un centre recherche et développement, recherche et innovation sur le plateau de Saclay. Le chantier a déjà bien avancé, mais on a symboliquement posé la première pierre tardivement. C'est intéressant, c'est important, c'est un bâtiment singulier, un bâtiment iconique. Et on a été le pionnier, en toute immodestie, sur le plateau de Saclay, il y a plus de 20 ans. Donc on est fiers de cet ancrage dans le territoire. Et 20 ans plus tard, j'ai reconstruit à 2,5 km de là où j'avais construit il y a 20 ans. Et on est quelque part le premier à opérer une rotation d'actifs sur ce cluster magnifique. Je citerai aussi, on en parle peu parce que c'est un métier un peu dans l'ombre, la logistique. Je construis actuellement un entrepôt, un hub logistique sur une friche industrielle dans l'Essonne, du côté de Viry-Châtillon. Un entrepôt froid de 15 000 m², ça n'est pas anodin. Et j'ai la chance aussi, dans la pluralité des classes d'actifs que j'anime, d'animer aussi le resort à Évian. On a eu beaucoup de grosses opérations récemment. Et la prochaine est la rénovation du casino d'Évian. Je vous prie de me croire que la rénovation d'un casino en site occupé, avec les réglementations liées au jeu, avec les monuments historiques et d'autres contraintes, je vous prie de me croire que c'est un vrai beau dossier, enthousiasmant. Voilà. Je pourrais citer, comme on n'avait pas assez de travail ces temps-ci, on a réussi à déménager le siège de Michel Augustin, qui est un petit peu fossilisé pour ceux qui s'intéressent à la marque, à Boulogne-Billancourt depuis un moment. L'actualité de la direction immobilière du groupe Danone, c'est un peu dans la presse d'ailleurs, en tout cas, il m'est donné d'accélérer sérieusement la recherche de performance dans l'empreinte immobilière tertiaire dans l'ensemble de nos géographies, dit autrement, revue de portefeuille locatif sur une 50aine de pays. Je pourrais ajouter quelques arbitrages récents, des sites industriels sous-utilisés. Donc vous voyez, on colle à la stratégie du groupe. Des sites industriels peu utilisés, plus ou moins petits en France, mais 2 gros, en l'occurrence en Malaisie et en Allemagne. Et puis, pour ne pas faire trop long, avant que Lorraine me coupe le micro, je rajouterai un petit point qui est novateur. J'avais quelques surfaces disponibles sur le siège de Blédina à Lyon. Et donc l'idée était de trouver un sous-locataire qu'on a trouvé, mais en l'occurrence, c'est un opérateur de coworking. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait été beaucoup à faire ça encore à l'heure où on se parle, d'aller chercher un opérateur de coworking pour venir dans nos immeubles. Et du coup, il y a pas mal de leviers à actionner pour travailler ensemble. Le dernier point, la dernière idée qui m'est venue, qui sera peut-être une forme de conclusion, je suis très heureux, une nouvelle fois impressionné, je l'ai dit, un peu ému par cette marque de reconnaissance de l'industrie immobilière. Sans faire de jeu de mots, je ferai écho en face de cette marque de reconnaissance de mes pairs. Je ferai écho avec un manque de reconnaissance
un manque de reconnaissance au sein de nos entreprises, un peu récurrent, un peu rémanent, un peu lassant. Le propre d'un directeur immobilier, d'un utilisateur, c'est de ne pas être au cœur de l'entreprise, de ne pas être au cœur du business de l'entreprise, et néanmoins d'être sur une fonction support très engageante, à forts enjeux, en termes d'enjeux sociétaux ou économiques. Et pour autant, la profession ne me semble pas reconnue comme elle devrait l'être. Et je sais qu'on y travaille, on commence à y travailler il y a quelques années à l'ADI. Je sais que Gilles va un petit peu relancer ça. Mais voilà, il y a une forme d'asymétrie entre la reconnaissance que j'ai le plaisir de partager avec vous, de cette marque de reconnaissance du monde de l'immobilier, avec une sorte de manque de reconnaissance au sein de nos sociétés. Je ne suis pas en train de m'en plaindre, c'est un constat que je partage avec vous, puisque l'ADI a pour mission justement de mettre en avant notre beau métier. Merci. Merci à vous.